Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Dans cet épisode, je vous propose de mettre en lumière très concrètement toute la créativité qui existe en RH. Je reçois Sandra Haslar, la directrice des ressources humaines du groupe Monoprix. En fait, Sandra n'est pas que DRH, elle est également directrice de la communication et de la responsabilité sociétale de la marque. C'est d'ailleurs un des premiers points que nous abordons car c'est à la fois, à mon sens, peu courant et très positionnant pour une DRH. Avec Sandra, on échange ensuite sur les transitions collectives, ce dispositif mis en place pendant la crise sanitaire. On se retrouve avec elle dans sa voiture le jour où, en écoutant la radio, elle a un flash. Et si on accompagnait nos collaboratrices dont le métier est en train de disparaître vers un métier en croissance, y compris si ça doit se faire dans une autre entreprise. Sandra l'explique d'ailleurs très bien par la formule « supprimer un métier ne veut pas dire supprimer un emploi ». À travers ce dispositif, Sandra nous explique aussi comment cela permet de regarder l'individu au-delà du collaborateur. On parle de désinhibition des RH et vous allez tout savoir sur les transitions collectives. Pourquoi, comment, combien et avec qui. Et au passage, elle nous livre quelques pépites managériales dont elle a le secret. Allez, je vous laisse écouter cet épisode passionnant. Bonjour Sandra. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors merci de m'accueillir chez vous. Nous sommes là, bien tranquillement, posés dans votre bureau au siège du groupe Monoprix. Alors avant de commencer, et comme d'habitude, je vais vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs. Sandra, vous êtes diplômée de l'INSEC Paris et vous décidez ensuite de rentrer dans l'univers de la grande distribution. Bon choix, puisque c'est là que vous avez fait votre carrière et que vous faites encore votre carrière. Vous commencez par être directrice de supermarché pour les enseignes Attaque, puis Simply Market, et successivement, vous passez de magasins de 35 à 70, puis 220 salariés. Vous devenez ensuite directrice de région, puis directrice opérationnelle, et vous gérez jusqu'à 25 magasins. Ensuite, c'est le virage. Vous devenez directrice des ressources humaines de la marque Simply Market. En 2012, vous intégrez le groupe Casino en qualité de directrice des ressources humaines pour la marque Leader Price, puis vous êtes nommée directrice des ressources humaines de tous les bureaux d'achat des usines de production en France et à l'international. En 2017, vous changez de marque, restez dans le groupe Casino et devenez directrice des ressources humaines de la marque Franprix. Et depuis 2018, vous êtes, Sandra, directrice ressources humaines de la communication et de la responsabilité sociétale pour le groupe Monoprix. C'est bon ? C'est parfait. Ok. Première question comme ça qui me vient en tête. Ça renvoie à quoi quand on ajoute dans votre titre ? Alors, la partie communication, on a potentiellement un peu l'habitude de l'avoir associée avec la fonction ressources humaines, mais surtout le fait d'être en charge de la responsabilité sociétale de la marque, ça renvoie à quoi ça ? La RSE, d'une manière générale, c'est vraiment la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise dans son environnement, dans sa communauté. Le fait de rattacher cette fonction au métier de la DRH, ça rapporte au fait que on parle de l'individu et on se tourne vers les préoccupations de l'individu. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les préoccupations en lien avec l'environnement, avec la santé, avec le social, en tout cas ceux qui sont dans le besoin, deviennent des sources d'inquiétude pour les Français d'une manière générale, mais pour les citoyens que nous sommes. Et donc, c'était tout naturel que cette fonction me soit rattachée et que je puisse travailler avec les bureaux d'achat sur toute la partie santé, par exemple, puisqu'on parle du bien-être des collaborateurs sur la partie santé, mais également avec les équipes techniques sur la partie environnement, puisque nous avons un fort enjeu sur l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement autour de nos magasins, et puis sur la partie sociale, bien évidemment, avec le lien avec les associations, avec les milieux de commerçants autour de nos magasins. Donc on parle vraiment de l'humain, et s'il y a bien un point commun entre ces deux grands domaines, c'est l'humain avant tout. Est-ce que vous ressentez de plus en plus le fait que
le consommateur se soucie vraiment dans son acte d'achat du bien-être des collaborateurs, de la marque pour laquelle il fait un acte d'achat. Est-ce que vous sentez que de plus en plus, le consommateur prend en compte ce point-là, d'où le fait de cette fonction RH qui a aussi une responsabilité sociétale? Eh bien, les grandes campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le gouvernement, en l'occurrence, sur ces sujets sociétaux et par les ONG, en l'occurrence, ont permis de faire évoluer les mentalités et de faire prendre conscience aux Français, aux citoyens que nous sommes, des vrais enjeux qu'il y avait autour de l'environnement, autour de la santé, autour de la communauté, autour des acteurs locaux, des acteurs économiques locaux autour de nous. Est-ce que, de plus en plus, vous sentez que le consommateur se soucie, entre guillemets, du bien-être au travail des collaborateurs et de la façon dont vivent les collaborateurs? Ce dont on se rend compte, c'est en tout cas que les clients Monoprix sont particulièrement sensibles à ces sujets-là. Ils attendent d'une marque Monoprix qu'elle soit irréprochable sur toute la composition de ses produits. Donc elle est très attentive à la nature des ingrédients que l'on met dans nos produits. Elle est très attentive aux relations que l'on peut avoir avec nos fournisseurs, avec nos industriels, avec tous les acteurs locaux que l'on peut avoir. Elle est très sensible également à la façon dont on s'occupe de nos collaborateurs. Et on le voit de plus en plus, dès que l'on a un petit mouvement social par-ci, par-là, tout de suite, on a des clients qui réagissent et qui nous disent « mais que se passe-t-il et que faites-vous pour vos collaborateurs ?» Donc, on a cette sensibilité qui est de plus en plus accrue. Et donc, c'était tout naturel que l'on aborde l'individu, non pas uniquement en tant que collaborateur, mais en tant que citoyen. Ça a en effet beaucoup de sens. Et merci pour cette transparence et cette clarté. Alors Sandra, vous êtes une nouvelle fois un exemple. De plus en plus, je rencontre des acteurs et des gens qui travaillent dans le monde des ressources humaines. Vous êtes un exemple de la richesse des profils qui constituent la communauté RH. Vous êtes issu du terrain, vous êtes arrivé dans les plus hautes fonctions RH, directrice des ressources humaines d'un groupe comme Monoprix. Et pour autant, vous n'avez pas commencé votre vie professionnelle dans les ressources humaines. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'envisagiez à l'époque. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard sur le fait d'être passé sur une fonction très opérationnelle, d'avoir géré des magasins, des grands magasins, des équipes. Ça vous a apporté quoi dans votre fonction de DRH aujourd'hui? Ça change tout. En vérité, alors pour répondre à votre question, non, je n'envisageais pas une carrière dans les ressources humaines lorsque j'ai débuté il y a quelques années mon parcours professionnel. Je ne l'envisageais pas et en même temps, les ressources humaines, isoler la fonction ressources humaines, c'est presque une erreur. C'est-à-dire que c'est le management au quotidien qui représente la gestion des ressources humaines. C'est au quotidien que l'on manage les équipes, qu'on les écoute, qu'on les accompagne et que l'on doit intégrer leurs besoins et les besoins de l'entreprise. Donc j'ai envie de dire, le métier de RH, c'est presque une erreur de l'isoler. On le traite aujourd'hui parce qu'il y a la partie technique, il y a la partie juridique, sociale, paye, qui demande un certain niveau d'expertise. Mais en vérité, la gestion de l'humain, ça reste du bon sens, ça reste de l'empathie, ça reste des valeurs humaines. Et c'est celle que j'ai pu développer en étant effectivement directrice opérationnelle, vraiment sur le terrain, avec les équipes. Et c'est au management et au quotidien que j'ai pu appréhender cette dimension qui me plaisait bien. Et puis je faisais partie du groupe Auchan qui a toujours eu cette sensibilité et cette volonté d'avoir un regard sur ses dirigeants 360 avec une vision opérationnelle et une vision amont. Et donc c'est tout naturellement qu'ils m'ont proposé de bifurquer vers le métier de DRH, ce que je ne regrette absolument pas. Donc déjà félicitations à vous et message plein d'espoir pour les personnes qui veulent se lancer dans une carrière dans les ressources humaines, pas obligé d'avoir débuté dans les RH et on peut tout à fait bifurquer dans la fonction. La clé, c'est d'être bien entouré. Je m'entoure de meilleurs que moi sur toutes les fonctions techniques. Et donc, ce qui est important pour que l'on puisse faire ce travail de DRH de la meilleure façon possible, c'est d'avoir autour de nous des gens qui soient très compétents et qui soient pour le coup des experts de leur fonction. Alors là, vous venez de dire une phrase magique que j'aime beaucoup, sur laquelle souvent, notamment sur LinkedIn ou autre, j'interpelle un peu des managers, c'est le fait de s'entourer de meilleurs que soi. Ça, je trouve que c'est un vrai secret, c'est aussi une vraie maturité. Vous pouvez nous en dire juste un peu plus là sur cette faculté à se dire, ok, là, je vais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi?
Moi, je dis souvent que je suis un médecin généraliste et qu'autour de moi, il y a plein de spécialistes. Et quand quelqu'un a mal à la tête, je peux traiter de manière superficielle son mal de tête. Par contre, dès qu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, je dois solliciter un spécialiste qui connaît parfaitement le sujet et qui va pouvoir m'éclairer et mettre en perspective soit connaissance technique pour que je puisse poser un diagnostic beaucoup plus complet. Et c'est comme ça que j'envisage en tout cas mon métier. Et je ne pourrais pas l'exercer, de par le fait que je n'ai pas cette formation technique, je ne pourrais pas l'exercer si je n'étais pas effectivement entourée de bien meilleurs que moi. Donc je ne suis qu'une généraliste. J'adore cette image du médecin généraliste qui s'entoure de spécialistes. Et en effet, le généraliste, il y a des cardiologues, il y a d'autres personnes dont c'est la spécialité. Et j'aime bien cette image du DRH qui est en effet ce médecin généraliste. Alors je voudrais qu'on se concentre maintenant sur un sujet, une thématique sur laquelle vous avez beaucoup œuvré. Vous avez mis en place quelque chose de vraiment top et très innovant. Alors déjà, pour planter le décor, on parle du dispositif des transitions collectives qui s'appelle également Transco. Comme ça, en quelques mots, c'est quoi ce dispositif des transitions collectives ? C'est un dispositif qui n'est pas très vieux, puisqu'il a été lancé en janvier 2021 dans le cadre du plan de redressement proposé par le gouvernement. Donc c'est un dispositif qui permet de créer des passerelles entre secteurs d'activité, entre des secteurs d'activité qui sont en croissance avec des secteurs d'activité qui sont en décroissance. Alors, ou le secteur complet, ou des entreprises en particulier, ou peut-être des métiers. Et c'est le cas pour Monoprix, puisque nous sommes confrontés à un changement de notre modèle commercial depuis maintenant quelques années, avec une population très urbaine qui change sa façon de consommer avec le e-commerce, on le sait bien, avec ces achats toujours plus rapides en caisse, donc où on paye ses courses par son application sur son téléphone, on paye ses courses par les caisses autonomes, on a envie d'aller toujours plus vite, et ça c'est une spécificité de notre clientèle urbaine, et on s'est rendu compte qu'on avait une population qui était vraiment en risque, en tout cas un métier qui était en risque, c'était les métiers autour de l'encaissement, puisque notre modèle commercial vise à apporter plus de conseils, plus de services, plus de métiers autour de l'alimentation, et moins sur des tâches dites mécaniques, un peu industrielles, comme on peut l'avoir sur les postes d'encaissement. Et donc, on a un nombre conséquent d'hôtes et d'hôtesses de caisse chez Monoprix qui, demain, vont voir leur métier fortement diminuer, ou en tout cas peut-être même disparaître dans les années à venir. Et la question a été de savoir comment est-ce qu'on allait traiter ça, non pas en occultant les choses, comme on l'a trop souvent fait ces dernières années, mais en assumant le fait que dans une entreprise qui était en transformation, dans une entreprise qui était agile et à l'écoute de son secteur d'activité et des besoins de ses clients, il y avait forcément des métiers en croissance et des métiers en décroissance. Des métiers qui se créent pour répondre aux besoins, et des métiers qui disparaissaient, notamment par la digitalisation, par des outils qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui nous permettent de supprimer un bon nombre de tâches sans valeur ajoutée. Pour vous donner un exemple, 65% des clients qui passent dans nos caisses chez Monoprix ont moins de 10 articles dans leur panier. Ok. Donc c'est clairement les clients qui vont aller aux caisses autonomes parce qu'ils ne veulent pas faire la queue en caisse et qui veulent aller vite. Et donc c'est la majorité des clients. Donc c'est notre majorité de clients. Et on continuait à avoir des hôtesses de caisse sur des caisses tapis traditionnelles avec des queues en caisse qui irritaient et qui n'avaient plus vraiment de valeur, en tout cas pour le modèle que l'on prône. Donc c'était le constat, 1, de l'évolution des besoins de nos clients, et 2, de métiers en décroissance, et 3, de métiers en croissance pour lesquels on ne trouvait pas de profil, en tout cas en recrutement extérieur. Et là, je parle notamment des métiers qui se créent autour du conseil, autour du service, qui sont des métiers qui demandent une expertise produit un peu plus importante. Donc, c'est poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait accompagner toutes ces hôtes et hôtesses de caisse qui allaient voir leur métier disparaître. Et ce qui est sûr, c'est que chez Monoprix, qui est une vieille dame, je dis souvent Monoprix, c'est une vieille dame de 90 ans, puisque c'est une enseigne de 90 ans, qui a la chance d'avoir une cote d'amour de ses clients, mais également une cote d'amour de ses collaborateurs, avec un niveau d'ancienneté qui est très élevé. Et ce qui était sûr, c'est qu'il n'était pas envisageable pour nous de laisser quiconque sur le bord de la route, et d'envisager un PSE comme ça peut se faire dans d'autres entreprises. Donc l'idée, ça a été de se dire, mais comment est-ce que l'on peut faire pour accompagner la transformation de l'entreprise, avoir cette vision business, parce que
c'est une échéance qui arrive et on n'a pas le choix. Et comment l'assumer et mettre en place des actions qui vont nous permettre de sauver toutes ces personnes. Et le message que je dis souvent, c'est que on peut supprimer un métier, ça ne veut pas forcément dire qu'on supprime un emploi. Ok. Supprimer un métier, ça ne veut pas dire supprimer un emploi. Supprimer un métier, ça veut dire qu'on est sur de la décroissance et que ce métier ne répond plus aux besoins de l'entreprise. L'emploi, lui, peut être préservé. Il peut être préservé sous différentes formes, dans le cadre de reconversion en interne. Donc, on peut accompagner, former, là c'est très traditionnel, accompagner, former les collaborateurs sur des nouveaux métiers. Mais on peut également trouver des alternatives pour ces collaborateurs vers d'autres secteurs d'activité. Et donc, ça faisait 2 ans maintenant qu'on travaillait sur ce sujet-là, de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des passerelles avec d'autres secteurs d'activité. Et là, le dispositif Transco est arrivé à point nommé pour nous aider à encadrer une démarche telle que celle-ci. Donc, des métiers se meurent, Oui. voilà, parce que y a les clients consomment différemment. Vous apportez d'autres services à vos clients. Ces métiers donc sont amenés à disparaître. Évidemment, depuis pas mal de temps, on est habitué à former des gens pour d'autres postes en interne, sauf que là, les portes de l'entreprise vont s'ouvrir, mais dans le bon sens. On ne dit pas à la personne « merci, au revoir et bon vent pour la suite ». Non, on essaie de trouver une solution en externe auprès d'une autre entreprise qui, elle, vit l'effet inverse. Il y a une croissance, un besoin de nouveaux métiers. Et donc là, comment on va permettre à des personnes qui sont chez vous d'occuper une fonction ailleurs en les accompagnant et en les formant. Et si j'entends bien ce que vous dites, vous aviez déjà cette idée-là. Et c'est quand le dispositif Transco est arrivé, donc début 2021, que vous êtes dit « Oula, belle opportunité, allons-y ». Il y a 2 ans maintenant, toujours dans cette démarche, dans cette réflexion de se dire mais comment est-ce qu'on va accompagner nos hôtes et hôtesses de caisse, on a utilisé l'entretien annuel. L'entretien annuel qui est un outil qui existe depuis des années, qui a souvent très mauvaise presse. C'est vrai. Et on s'est dit comment utiliser cet outil pour identifier ce dont les collaborateurs ont besoin, ce qu'ils ont envie de faire. Et là, on s'est dit, mais considérer que le collaborateur n'existe qu'au travers de son métier est une erreur. Parce qu'avant d'être un collaborateur, c'est un individu. Donc, passons du temps, essayons de trouver de nous donner les moyens de découvrir qui est l'individu avant d'être le collaborateur. Et donc, on a développé dans nos entretiens annuels une partie très importante pour questionner les collaborateurs sur leurs hobbies, leur domaine d'appétence, ce qu'ils aimaient faire lorsqu'ils ne travaillaient pas. Et là, je peux vous dire que ça a créé des remous, même socialement, parce qu'on nous a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais quand je ne travaille pas ? De quoi je me mêle, m'a-t-on dit, en CSE. Et tout l'enjeu, ça a été de faire de la pédagogie autour de ça et de dire, des métiers sont en croissance, des métiers sont en création. Tous les jours, on crée des nouveaux métiers. Pourquoi ne pas concilier ces nouveaux métiers avec les appétences des uns et des autres ? Pourquoi les imposer et pourquoi ne pas questionner les collaborateurs qui nous ont dit qu'ils adoraient faire de la cuisine, par exemple, ou faire du jardinage, avec des nouveaux métiers que l'on crée autour de la cuisine ou autour du jardinage. Et là, ça a été tout l'enjeu des échanges que l'on a pu avoir avec les organisations syndicales, avec les managers, de se dire, mais en vérité, ce que l'on veut, c'est que le collaborateur il soit heureux, que ce soit chez nous ou ailleurs. C'est notre collaborateur. Donc, faisons en sorte qu'il soit heureux chez nous. Si on ne peut pas le rendre heureux chez nous, trouvons des alternatives à l'extérieur. Et donc, on les a questionnés. Et donc, on a plein de collaborateurs qui nous ont dit, eh bien, moi, le week-end ou en vacances, j'adore être entourée de personnes âgées, ou j'aide la petite mamie à côté de chez moi, ou j'aide mes parents, ou j'aime être avec ma famille. On en a d'autres qui nous ont dit, mais moi, j'adore les enfants, donc je travaille dans des associations au contact des enfants. On a d'autres personnes qui nous ont dit, moi, j'adore faire la cuisine le week-end. Et donc, on est allé capter toute cette information. On a fait un peu de marketing, en vérité. On est allé chercher la data que nous donnaient les collaborateurs pour exploiter ces informations et pour derrière leur proposer des alternatives à leur métier autour de la caisse. Donc un collaborateur, et on en a eu quelques centaines, qui nous ont dit nous on adore être au contact des personnes âgées. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça ?
parce que je vais peut-être pouvoir trouver quelques services chez Monoprix, mais je ne vais pas pouvoir répondre à la demande de tous. Et un matin, je suis dans ma voiture et j'entends un reportage sur les secteurs qui étaient en grande pénurie, et notamment les métiers autour du grand âge et les métiers autour de la petite enfance. Et là, j'entendais un dirigeant de Korian qui expliquait avec beaucoup de passion, qui parlait avec beaucoup de passion du métier autour du grand âge, et qui disait mais c'est quand même malheureux, on a plein de gens à aider, on a des listes d'attente que l'on ne peut pas accueillir parce qu'on n'a pas de personnel suffisant, parce qu'on n'arrive pas à trouver des personnes qui soient formées pour nous rejoindre. Et là je me dis mais nous, on a plein de gens chez nous, nos hôtesses de caisse, elles aiment les personnes âgées, elles ont l'empathie, elles aiment le contact humain. Elles ont l'habitude d'en voir. Elles ont l'habitude d'en voir et elles se soucient on l'a bien vu là pendant la crise de la pandémie, on a eu un mouvement d'hôtesses de caisse qui nous ont dit mais aidez-nous à nous occuper de nos petits papiers, nos petites mamies qu'on ne voit plus le matin, tous les matins chez Monoprix, et il faut qu'on arrive à trouver quelque chose. Et donc on avait fait des lignes de téléphone vertes pour qu'ils puissent passer leurs commandes, mais grâce aux hôtesses de caisse qui se souciaient de leurs petits clients. Et donc là, on s'est dit, n'abordons pas les collaborateurs par rapport à leur métier, mais abordons-les par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs aptitudes. Une hôtesse de caisse, elle aime le contact humain, elle aime la relation, elle est soucieuse d'autrui, elle a de l'empathie, elle sait respecter des process bien précis sur la partie encaissement. Donc tout ça, ce sont des compétences qui sont transposables dans d'autres secteurs d'activité. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas tenter le coup si la seule différence, c'est la compétence technique? Posons-nous la question de savoir comment nous allons travailler sur la compétence technique et appuyons-nous sur ces compétences comportementales qui sont déjà acquises. Et donc là, on s'est approché de Korian avec après les annonces sur le dispositif Transco. On s'est rapproché de Korian qui travaillait également sur cette possibilité, en leur disant mais nous, on a plein d'hôtes et d'hôtesses de caisse qui adoreraient travailler chez vous comme aides-soignants. Comment pouvons-nous faire? Et donc là, on a travaillé avec Korian pour définir un parcours d'accompagnement, de formation, et donc de ça est sorti donc un parcours de formation de 14 mois qui permet de former nos hôtes et hôtesses de caisse à un diplôme certifié par l'État d'aide-soignant avec une promesse d'embauche dès le premier jour pour intégrer un groupe comme Korian. Comme quoi, ça a du bon d'écouter la radio le matin dans les bouchons. Ça, c'est pas mal. Je vous imagine là, dans votre voiture, et vous dire « Waouh, mais il y a un truc à faire là ». Mais mais cette crise, je trouve elle nous a ouvert l'esprit. C'est vrai. Et elle nous a désinhibés. Et elle a cassé des murs que l'on se mettait, toutes ces croyances limitantes qu'un DRH devait trouver des solutions entre les quatre murs de son entreprise et qu'il n'avait d'autre choix que d'envisager un PSE ou quelque chose de plus sournois. Et l'idée, c'est de se dire, mais dans cet élan de solidarité qu'on a pu voir au travers de la crise, mais pourquoi est-ce qu'on ne transpose pas la solidarité entre entreprises pour ne laisser, une fois encore, personne sur le bord de la route? Parce qu'on a des collaborateurs qui ont des compétences, qui peuvent répondre aux besoins de ces entreprises qui sont en pénurie et qui peuvent répondre à notre besoin. Et le tout sans passer par la case Pôle emploi. Et là, on s'est dit, mais bien sûr, tentons le coup. Et on a trouvé des gens aussi fous que nous chez Korian et on s'est lancé. Mais il faut des gens un peu fous pour réussir des projets fous, extraordinaires. Je ne sais pas si les auditrices ou auditeurs la réalisent bien de ce dont on est en train de parler, quoi. C'est une révolution. C'est quelque chose d'extraordinaire, en effet, dû à cette crise qui, à un moment donné, a été un révélateur de certaines choses et un accélérateur d'autres. J'aime beaucoup quand vous dites on s'est désinhibé. Et je vous ai écouté lors des universités de l'ANDRH et j'ai trouvé qu'il y avait cette ambiance-là à ces universités. Les DRH sont un peu désinhibés. Moi, je vous félicite parce que vous avez réussi à faire un carton plein sur 3 points. Le premier, c'est déjà faire que l'entretien d'évaluation servent vraiment à quelque chose et que vous puissiez aller chercher des datas, des compétences, des soft skills, enfin tout ce qui a fait que votre projet a pu fonctionner. Ensuite, vous vous êtes ouvert à l'externe et ça c'est juste extraordinaire d'ouvrir les portes de l'entreprise et se dire tiens, peut-être que tu as quelque chose à faire ailleurs et on va t'accompagner sans passer par Pôle emploi, en effet.
Et puis, il y a un point vraiment qui me semble fondamental, et c'est ce que j'ai senti aux universités de la NDRH, c'est franchir un peu ce Rubicon, là, ce point de se dire, avant, fallait pas toucher, il y avait la vie professionnelle et la vie privée. Et vous avez réussi à franchir le pas. J'imagine que ça n'a pas été simple, notamment, vous le disiez un peu, mais je veux bien qu'on revienne dessus avec les organisations syndicales, pour arriver à dire, parce qu'avant, c'était quand même, j'ai ma vie privée, j'ai ma vie pro, et là, vous êtes allé chercher des choses de la vie privée pour justement en faire une vie professionnelle de demain. Comment ça s'est passé, ces échanges ? Avec des réactions vives au départ, mais avec beaucoup d'échanges, et notamment sur cette notion que le collaborateur est un individu avant d'être un collaborateur et qu'il n'appartient à personne. Et que le collaborateur, il a une tranche de vie chez nous, mais que ça n'est pas pour autant qu'il appartient à l'entreprise. Et ça change quand même profondément la donne. On est passé d'un mouvement où l'entreprise devait tout faire pour garder le collaborateur en son sein, devait tout faire pour qu'il ne parte pas, où le turnover était considéré comme quelque chose de négatif. J'ai une profonde croyance, c'est que les gens ne nous appartiennent pas et que ce qui nous importe, c'est qu'ils soient heureux. Parce que s'ils sont heureux chez nous, ils seront heureux pour le client et tout sera vertueux. Les gens qui restent à leur poste parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative ou parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ne voient pas d'autres possibilités pour eux, c'est ce qui tire l'entreprise vers le bas parce qu'on a des gens qui sont en perte d'énergie et qui ne sont pas moteurs dans la transformation de l'entreprise. Donc à partir de là, et ça a été tout l'enjeu des discussions que l'on a pu avoir avec les organisations syndicales, ça a été de dire mais dites-nous qui vous êtes et on vous aidera à être heureux chez nous dans une autre fonction ou à être heureux ailleurs dans un autre secteur qui corresponde à vos valeurs et qui corresponde à vos aspirations. Et là, ça change tout en vérité parce qu'on n'est plus dans de la curiosité malsaine au bénéfice de l'entreprise, on est dans un partage d'informations au bénéfice des deux parties. Et ça change toute la donne. Et du coup, on est dans cette relation gagnant-gagnant. Si on le fait, ce sera bon pour vous et ce sera bon pour nous et il y aura de la casse pour personne. Et à partir de là, donc la première année, on a eu un bon taux de participation. Et quand ils ont vu tout ce que l'on faisait, parce que là, on parle de Korian, mais je peux vous expliquer des postes. On a créé tout un pan en lien avec la mobilité. On vend des vélos, on fait de la réparation de vélos, voilà, sur certains magasins Monoprix maintenant. Et qu'on est allé solliciter tous les collaborateurs qui nous ont dit qu'ils adoraient faire du vélo le week-end. On est allé les voir et on leur a dit, écoutez, on lance un nouveau service. Est-ce que ça vous tente ? Et qui nous ont dit, mais moi j'adore faire du vélo, ok, venez. Vous le saviez puisque vous l'aviez vu. Puisque j'avais collecté la data. Ouais. Et là, on a proposé à ces collaborateurs ces nouveaux métiers. Ils sont fans, ils sont super contents parce qu'ils parlent de leur passion. Ce sont les meilleurs vendeurs du monde parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Et là, gagnant-gagnant. Et donc, on l'a fait pour ça. On l'a fait pour des métiers en lien avec la pâtisserie. Pour tous ceux qui nous disaient qu'ils adoraient faire la pâtisserie avec les enfants le week-end. On est allé les voir en disant, OK, aujourd'hui, vous êtes hôtesse de caisse. Et si demain, on vous formait un CAP de pâtissier et que vous deveniez pâtissière à temps plein? On pose la question. On ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on n'impose pas. Et c'est toujours dans cette démarche gagnant-gagnant. On ouvre le champ des possibles. Vous demandez à une hôtesse de caisse ce qu'elle peut faire d'autre. Elle vous dit, mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais être qu'hôtesse de caisse. C'est flagrant. Le fait de passer par la sphère privée et par ce qu'ils aiment faire, ça a changé toute la relation avec les collaborateurs. Et la deuxième année, on a eu un carton plein en termes de collecte de données, pour le coup. Et là, vous voyez, les entretiens, ils commencent en janvier, on trépigne et on a plein de collaborateurs qui nous disent, mais c'est quand est-ce que c'est les entretiens? Parce que moi, je veux dire que j'adore la mécanique, moi, je veux dire que j'adore faire être paysagiste, j'en ai un autre qui... Et donc, ça redonne ces lettres de noblesse à l'entretien annuel, parce que cet entretien, il n'est pas là pour évaluer négativement ou positivement un collaborateur avec le prisme de l'entreprise, il est là pour échanger avec le collaborateur sur ce qu'il veut faire et ce qui est bon pour lui, pour que ce soit bon pour nous. Et ça change toute la philosophie de l'entretien. Donc au début, ça a été un peu complexe avec les organisations syndicales. Et très vite, ils nous ont accompagnés dans la démarche. Très vite, ils ont eu cette maturité d'accepter, de dire qu'il y avait des métiers en décroissance. Et là aussi, ça a été une étape très importante. Quand vous avez des organisations syndicales qui disent aux collaborateurs, le métier d'hôtesse de caisse demain va disparaître, mais c'est un pas énorme parce qu'on n'est plus face à des organisations syndicales ou des partenaires sociaux qui luttent pour qu'on ne le fasse pas,
mais qui nous accompagne pour bien le faire. Et là, c'est encore plus puissant. Exactement. Et donc, on a négocié un accord GEPP, un des premiers en France avec nos organisations syndicales, qui a été signé par les 3 organisations syndicales chez Monoprix, donc la CFDT, la CGT et la CFE-CGC. Donc la CGT signe des Exactement. accords. Et voilà. Exactement. Et aujourd'hui, voilà, on est amené à quelquefois ouvrir, fermer des magasins. Et l'autre jour, on a annoncé la fermeture d'un magasin avec repositionnement de tous les collaborateurs, bien évidemment. Mais la première réflexion qui m'a été faite, ça a été de dire, est-ce que vous pouvez tous les recevoir pour voir si vous ne pouvez pas les repositionner chez Korian? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui... Moi, j'aime le vélo. Donc, exactement. Et ça change tout, en vérité. C'est-à-dire qu'on n'a plus... on n'a pas de partenaires sociaux qui luttent contre la transformation. Mais qui vous accompagnent dans cette démarche. Dans la transformation. Et donc, ça part évidemment à la base des fonctions d'hôtes et d'hôtesses de caisse, puisque c'est cette fonction-là qui est amenée à disparaître. Et donc, ça s'ouvre soit en interne, soit en externe, chez Korian notamment. Et vous disiez donc tout à l'heure, 14 mois donc pour Korian, c'est ça, c'est 14 mois de formation. Et puis ensuite, ils prennent leurs fonctions. Et il y a un changement évidemment de statut de société, nouveau contrat, reprise de l'ancienneté, etc. Alors techniquement, donc pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette le collaborateur en sécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assuré qu'il ne va pas perdre son CDI, qu'il n'y a pas de période d'essai et qu'il ne va pas se mettre en difficulté. Une hôtesse de caisse, mère de famille, quelquefois seule, je peux vous dire qu'avant qu'elle bascule sur un autre secteur, voilà, elle a un peu les pétoches et elle se dit, voilà, comment est-ce que vous garantissez, et ça se comprend tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est que le collaborateur, il reste salarié Monoprix jusqu'à la fin de la formation dans 14 mois. OK. Donc, il est toujours salarié Monoprix. Il a la possibilité de revenir en arrière à tout moment. OK. D'accord. Donc, il dit, moi, ça me plaît plus, je reviens. Vous revenez à votre poste, dans votre magasin, près de chez vous. Donc, à tout moment, il peut revenir en arrière. Dès le premier jour de la formation, donc dès le premier jour des 14 mois de formation, donc qui sont totalement faits en immersion chez Korian. Donc, ces collaborateurs, ils restent salariés de chez Monoprix, mais on ne les voit plus pendant 14 mois. Okay. Donc, ils arrivent chez Monoprix. Le premier jour, ils ont une promesse d'embauche de Korian. Okay. Promesse d'embauche en CDI de Korian sans période d'essai. Dès qu'ils commencent... Dès le premier jour de la formation. Dès qu'ils commencent leur formation. Exactement. Okay. Donc, dès le premier jour, ils savent qu'ils ont une promesse d'embauche. Ils font leurs 14 mois. Et au terme des 14 mois, ils passent leur diplôme d'État. S'ils ont leur diplôme, ils passent directement chez Korian. Et donc là, il y a une rupture du contrat de travail chez Monoprix et un début de contrat de travail chez Korian sans transfert de l'ancienneté. Okay. C'est-à-dire qu'on est sur une rupture. Okay. Et donc, ils commencent leur carrière chez Korian, mais sans période d'essai. D'accord. Ok. Ça a touché combien de personnes à peu près Donc là, on a lancé un test sur 3 départements avec Korian, puisque, une fois encore, le dispositif de transition collective, c'est énormément d'acteurs et d'interlocuteurs différents qui nous accompagnent également dans le financement, et ça, on peut en parler aussi un petit peu. Donc, on l'a lancé sur 3 départements, et on a aujourd'hui 40 salariés qui ont commencé leur formation d'aide-soignante depuis le 13 septembre, qui sont répartis dans des magasins, donc sur ces 3 départements, sur des établissements, sur des EHPAD de Korian, sur ces 3 départements, et pour lesquels ça se passe très très bien. Voilà, et quand on entendra désormais dire qu'il manque de personnel dans les EHPAD pour s'occuper de nos plus âgés, eh ben on pensera aussi à Monoprix, à ce que Monoprix fait pour justement faire ce move et accompagner ce move. Vous questionnez 100 personnes, il n'y en a pas une qui va vous dire qu'on peut passer d'hôtesse de caisse au métier d'aide-soignant en 14 mois. Il n'y en a pas une qui va vous le dire. Lorsque l'on a fait les réunions d'information auprès des collaborateurs que l'on avait approchés, je me souviens d'une personne qui a pris le micro quand je demandais s'il y avait des questions et qui me dit « Mais Madame Hasler, c'est quoi l'arnaque ? Il y a forcément une arnaque. Et pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et parce que ça semblait tellement gros, tellement énorme, que les collaborateurs ils disaient « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça pour nous ?» Parce que les collaborateurs, ils savaient que leur métier était en décroissance et donc ils s'attendaient à l'annonce coup près d'un PSE ou d'une suppression d'emploi. Et en vérité, on est dans un sentiment très positif qui donne tout son corps au métier que l'on exerce, parce que c'est quand même pour ça qu'on a choisi ce métier, c'est pour l'humain et pour tout le positif qu'on peut leur apporter, et de se dire
Mais on est là pour trouver des alternatives et on vous laissera pas sur le bord de la route. Et je me souviens d'une personne qui a commencé sa formation et qui, le jour de son début de formation, me dit « Si vous saviez, Madame Eslar, mes enfants, ils sont verts que je reprenne l'école. » Et moi qui n'ai aucun diplôme, qui ai quitté mon pays tellement jeune, je me suis retrouvée ici sans rien. J'étais obligée d'être hôtesse de caisse. J'ai élevé mes 4 enfants. Et là, ils me disent, mais tu vas retourner à l'école. Et j'avais une femme en face de moi avec les larmes aux yeux et qui me disait, mais merci pour la chance que vous m'offrez. Et je crois que notre job de DRH, en tout cas DRH dans l'avenir, c'est d'aller rendre possible l'impossible. Et de se dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et en vérité, quand on arrive à avoir des collègues DRH qui ont ce brin de folie et qui ont cette envie de trouver des alternatives et de ne pas tomber dans la facilité, on arrive et avec un gros coup de main de l'État quand même, mais on arrive à faire des choses fantastiques. Et moi, je peux vous dire qu'en tout cas sur l'équipe de la DRH, là, c'est des idées folles partout. Et à chaque fois, on se dit, mais regardez, il y a 18 mois, Korian, c'était une idée folle. Et puis, on a réussi. Donc ouais, c'est désinhibé, je trouve que c'est le bon mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, rien n'est possible. Et on discute avec beaucoup de partenaires d'autres entreprises pour créer d'autres parcours de transition collective avec d'autres secteurs d'activité. J'aime beaucoup le côté... on fait des ressources humaines et le côté math skills, on en entend parler aujourd'hui, émettre ces compétences un peu folles et ce brin de folie dans la fonction RH, ça donne un résultat qui est juste magnifique. J'imagine les personnes, là je pensais à ça quand vous m'en parliez, le sens qu'elles donnent aujourd'hui à leur, c'est pas un job quoi, à leur mission, quand elles se lèvent le matin, quand on a besoin de ces personnes-là pour travailler auprès de nos plus anciens, et donc c'est juste vraiment formidable. Ok, quelle sera la suite ? Est-ce qu'il va y avoir une version 2 ? Est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là ? Peut-être sur autre chose ou pas ? Donc là, on ouvre de nouvelles régions avec Korian. Donc là, on ouvre cette semaine Marseille. Puisqu'on a Korian a beaucoup de besoins et nous avons également beaucoup de magasins sur Marseille. Donc là, on continue le partenariat avec Korian et une fois encore... et c'est peut-être important dans la relation de confiance que l'on a avec le collaborateur et avec nos collaborateurs. Je dis souvent, c'est une relation tripartite, c'est-à-dire que nos collaborateurs, nos hôtesses de caisse qui sont chez nous depuis 20 ans, elles nous font confiance. Pour certaines, elles ne parlent pas très bien la langue française, elles sont dans leur entreprise, mais elles ont peur de tout ce qui est à l'extérieur. Et donc, il y a une vraie relation de confiance qui se fait et... on a à cœur de choisir les bonnes entreprises partenaires. Et Korian, on ne l'a pas choisi n'importe comment. Korian, on a choisi ce groupe parce qu'il partageait les mêmes valeurs humaines que nous. Il partageait la même philosophie dans la relation avec les collaborateurs. Et ça change tout quand on va voir nos collaborateurs et qu'on leur dit « on a choisi pour vous Korian parce qu'ils vont bien s'occuper de vous ». Et qui vont vous accompagner pour en faire un succès. Donc, pour répondre à votre question, on est en contact, alors c'est encore prématuré pour donner le nom des entreprises, mais en tout cas, on est en contact très avancé avec d'autres secteurs d'activité, dont ceux autour de la petite enfance, en l'occurrence, l'inverse, autour de la restauration, autour du bricolage également, qui sont des secteurs qui peuvent attirer nos collaborateurs. Très bien, merci. Vous parliez tout à l'heure des... personnes ou instituts ou institutions qui vous ont accompagné dans le financement. Vous vouliez dire un mot de tout ça, parce que j'imagine que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut accompagner des gens pendant 14 mois, il y a des fonds derrière. Donc, c'est tous les sujets de transition, de transition collective et de partenaires de l'État. Aujourd'hui, financièrement, économiquement, peut-être pour donner un éclairage à vos auditeurs, aujourd'hui, nous, on finance 60% du salaire de nos collaborateurs pendant 14 mois. D'accord ? Les 40% restants, c'est à la charge de l'État qui nous aide pour y arriver par différents organismes. Et Korian prend en charge toute la partie formation. D'accord ? Puisqu'il dédie des tuteurs pour nos collaborateurs à temps plein. Donc, Korian finance la partie formation, nous finançons 60% du salaire des collaborateurs. C'est un investissement important.
En Bien interne, sûr. on a parlé des organisations syndicales, on a parlé un petit peu des managers qui accompagnent la démarche, mais il y a aussi la partie financière. C'est-à-dire que quand on annonce au directeur financier que l'on va payer 60% du salaire de X personnes pendant 14 mois, Qui je ne peux vous dire seront pas qu'ils vous regardent avec des gros yeux. Et là aussi, c'est beaucoup de pédagogie à mettre en place parce que c'est un investissement. Et je dis souvent, pour lancer des projets tels que ceux-là, il faut vraiment avoir la foi. Oui, Il faut j'imagine. avoir la foi parce que les dispositifs que l'on connaît seront toujours plus faciles que ce que l'on met en place là, parce qu'il faut l'accompagner administrativement, parce qu'il faut aller chercher les aides là où il faut aller les chercher, parce qu'il faut convaincre les financiers qu'il faut lâcher un petit peu d'argent. Donc c'est beaucoup de négociations internes et externes pour accompagner. Il faut vraiment y croire, il faut avoir la foi. Ouais, ça, j'imagine bien. En même temps, c'est le début, c'est le début des transitions collectives. Donc voilà, on est aussi en lien avec les services de l'État pour essayer de faire évoluer aussi ce dispositif par rapport à notre expérience, puisqu'aujourd'hui, je crois que presque la moitié des transitions collectives en France sont faites par Monoprix. Donc on essaie d'être porteur du message et de montrer à quel point ce dispositif est vertueux, mais il faut nous aider à le simplifier encore plus. Donc c'est bien aussi de se dire, ok, alors vous, oui, vous mettez 60%, l'État contribue à hauteur de 40%. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se font, mais en effet, vous êtes moteur, vous essuyez les plâtres sur le sujet, mais quel beau résultat derrière. Et puis bon, vous nous avez laissé entrevoir qu'il y aurait encore d'autres histoires et d'autres associations de marques pour encore de Et puis je peux vous réussites. dire qu'on nous met la pression, hein. C'est-à-dire que les collaborateurs, maintenant, ils nous mettent la pression en disant « Mais dis donc, avec quelle entreprise, maintenant, on va se signer ?» Et là, les organisations syndicales, là, elles disent « Ok, nous, on est à fond. » Mais bien sûr. Mais pour le coup, c'est nous, maintenant, qui avons la pression de tout le monde pour qu'on aille plus loin, plus vite, qu'on soit plus ambitieux. Et donc, c'est chouette. C'est très bien. C'est très bien dans ce sens-là. Ok, comme ça, quand vous vous retournez sur tout ce qui s'est passé là depuis janvier 2021, et même avant, puisque vous aviez l'idée de le faire, est-ce qu'il y a une ou deux choses où vous vous dites, tiens, ça, si j'avais su, je l'aurais fait différemment? C'est juste pour donner le ou les petits conseils, là, si on a auditrice ou auditeur qui se dit, tiens, moi, j'irais bien dans le process, j'y ai déjà pensé, ce dispositif m'attire. C'est quoi les warnings? L'organe de décision et de direction de l'entreprise doit être aligné avec cette démarche-là. C'est-à-dire que ça peut pas être un DRH qui gère ce sujet-là tout seul dans son coin et qui met l'entreprise devant le fait accompli, parce que ça demande de vraies remises en question des façons de faire, et ça demande un soutien financier qu'il ne faut pas négliger. Donc je crois que il faut avant tout partager ses valeurs, cette volonté de trouver des alternatives avec son président pour qu'il soit en soutien tout au long de la démarche, vis-à-vis de l'extérieur parce qu'on a besoin de faire du lobbying également, vis-à-vis de l'interne parce qu'on a besoin de faire bouger les lignes. Et cette démarche-là, c'est vraiment une philosophie en vérité. C'est vraiment la posture de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc un sujet comme celui-là, s'il n'est pas cohérent avec tout le reste, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si on fait des PSE dans d'autres filiales, il faut que tout soit cohérent, il faut qu'on soit dans une démarche de se dire ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour le collaborateur, parce que sinon, ça fait fake. Oui. Ça fait fake. Ça fait vernis. Exactement, ça fait vernis. Et donc, c'est tout l'organe de direction de l'entreprise qui doit être aligné. Et donc j'invite, en tout cas si je peux donner un conseil, c'est pour tous les DRH qui veulent se lancer, c'est vraiment de checker avec le président, le directeur général, qu'il est bien aligné avec ses valeurs, avec cette volonté de trouver des alternatives, parce que ça prend plus de temps, ça demande plus de moyens et ça demande beaucoup d'énergie. En effet, je pense qu'il faut vraiment avoir des sponsors très très haut placés dans l'entreprise et puis qui croient vraiment aussi au sujet, parce que je pense qu'il y a pas mal d'obstacles, et notamment financiers, tout de suite, qui peuvent se poser. Donc ok, écoutez Sandra, vraiment merci beaucoup. C'est super riche, on aurait pu faire encore 1 heure sur le sujet, tellement il y a à dire. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast 13e mois. C'est vraiment pour pouvoir apporter
auprès de la communauté RH des conseils sur ce qui se fait, ce qui se vit en entreprise. Et là, pour le coup, il y a plein de belles histoires à raconter. Juste avant de nous quitter, j'ai comme d'habitude mes 3 questions de conclusion. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à la jeune Sandra là, qui a 25 ans et qui se dit « Moi, j'ai envie de, justement, pas comme vous, elle le sait, elle a envie de partir et de travailler dans les ressources humaines. » C'est quoi le conseil que vous lui donneriez ? D'être toujours aligné avec ses valeurs, parce qu'il y a que quand on est aligné avec qui on est, avec nos valeurs, que l'on est cohérent et que l'on est sincère. Et un métier tel que celui-là, et notamment avec toutes les transformations que vivent les entreprises, il faut être cohérent de bout en bout. Sinon ça dévie et ça fait plus de mal que de bien. Donc c'est d'être cohérent, d'être toujours aligné, de ne pas trop rentrer dans les cases, de ne pas trop rentrer dans les cases et d'aller au bout de sa folie. Et je crois que à mon âge, j'ai moins de folie peut-être que quand j'en avais 25 ans. Et je le vois aujourd'hui, je suis entourée de plein de jeunes qui ne sont pas enfermés dans des carcans dans lesquels on a été élevé tout au long de ces années professionnelles et qui nous font voir des choses de manière complètement nouvelle. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, moi j'adore être entourée de jeunes parce qu'ils nous poussent et ils nous font voir des choses qu'on ne voyait plus. Et donc voilà, donc à cette jeune de 25 ans, je lui dirais ne rentre surtout pas dans les cases, garde tes valeurs et voilà, va au bout de tes projets. Super, merci pour elle. Un livre que vous avez à nous conseiller, là, vous partez sur une île déserte, vous prenez ce livre-là ? Malgré nous, de Claire Norton. Okay. Donc c'est le livre, c'est un livre qui fait référence au vol Rio-Paris qui s'est écrasé en mer. Et c'est l'histoire d'une forte amitié entre 3 hommes qui se connaissent depuis l'enfance. Et un des 3 hommes, son épouse, elle était dans l'avion. Et son mari est fou de douleur et il n'arrive pas à s'en remettre. Et là, tous ces 2 amis se disent mais on peut pas le laisser comme ça. Et ils vont inventer toute une histoire autour de ça pour qu'il sorte de la détresse du deuil et pour qu'il imagine une histoire un peu différente autour de la disparition de son épouse. Et j'ai trouvé ça, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de loyauté et puis bien évidemment autour du deuil et de la fatalité qui n'est pas forcément toujours une fatalité, à part bien sûr pour son épouse, mais rien n'est impossible et il voyait rien, il voyait plus d'alternatives possibles. Pour lui, c'était la fin de sa vie. Et donc ses amis ont réussi à lui ouvrir d'autres champs. Je sens qu'il y a un peu de folie dedans et peut-être qu'on sort un peu aussi des cases. Ah oui, là c'est sûr. Ça rejoint ce que vous disiez. Et la dernière question, est-ce que vous auriez une personne à me recommander pour un prochain épisode, quelqu'un qui aurait quelque chose d'intéressant à raconter à la communauté RH ? Peut-être Xavier Savigny, qui est le DRH de SOR, pour son initiative il y a quelques mois et qui a décidé de supprimer la période d'essai. Là aussi, on parlait J'en ai entendu parler, en effet. On parle un peu de folie et c'est de dire, à partir du moment où je vous ai choisi, où on s'est choisi, il n'y a pas besoin d'avoir une période d'essai. Et je trouve que là aussi, c'est courageux parce qu'on sort de codes bien établis avec ce coup de poker qui est de dire mais moi je crois en la personne que je recrute et pour ça j'ai pas besoin de période d'essai. Et je trouve que il y a ce brin de folie qui me plaît bien. Génial, merci beaucoup, il me tarde de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Merci 1000 fois, merci Sandra, beaucoup. et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.